Le président béninois Patrice Talon, arrivé à Abidjan hier, a eu un entretien avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. La rencontre a porté notamment sur le renforcement de la coopération entre les deux pays et la situation sécuritaire dans la sous-région. C'est l'un des présumés commanditaires de l'attentat de Grand Bassam perpétré le 13 mars dernier. Son nom, Mimi Ould Baba Ould El Mokhtar. Il a été arrêté au Mali. On parlera dans cette édition de ces femmes abandonnées par leurs concubins, souvent après de longues années de vie commune. Mais comment vivent-elles au quotidien? Quelles sont leurs difficultés? Réponse dans ce journal. Le sommet Afrique-France s'ouvre demain à Bamako, la capitale malienne. Mais la société civile se sent mise à l'écart. Elle a donc décidé d'organiser un pré-sommet aujourd'hui à Bamako pour faire entendre sa voix. Voilà pour le sommet. Merci de regarder le journal de RTI1. On commence tout de suite par cette information émanant du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Mimi Ould Cheikh, le principal commanditaire de l'attaque terroriste perpétrée le 13 mars 2016 à Grand Bassam, a été arrêté dans la nuit du 9 au 10 janvier 2017 par les forces françaises Barkhane dans les environs de la ville Gossi, dans le nord du Mali. Cette arrestation marque une étape importante dans l'enquête qui avait déjà permis d'arrêter des complices sur les territoires ivoiriens et maliens. Le gouvernement ivoirien exprime sa reconnaissance aux autorités maliennes et les forces françaises Barkhane pour cette importante arrestation. Le gouvernement rassure que tout est mis en œuvre pour que justice soit faite pour toutes les victimes de l'attaque terroriste du 13 mars 2016 à Grand Bassam. Pour le gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le président béninois, je le disais tantôt, Patrice Talon, arrivé à Abidjan hier, a eu un entretien avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. La rencontre a porté notamment sur le renforcement de la coopération entre les deux pays et la situation sécuritaire dans la sous-région. La crise politique en Gambie a été évoquée, comme nous le rapporte Viviane Aimé. Les honneurs de la garde républicaine rendus au président béninois Patrice Talon, premier chef d'État, a constaté l'entrée effective de la Côte d'Ivoire dans la Troisième République. Une visite historique qui, selon le président béninois, traduit l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Des relations largement évoquées lors de l'entretien avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, tout comme l'actualité dans la sous-région, notamment la crise politique en Gambie. Et je voudrais vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour le leadership que vous incarnez dans la sous-région, qui nous inspire tant. Et vous féliciter pour la manière dont vous êtes en train de gérer ce grand pays de la sous-région, qui est important pour nous. La Côte d'Ivoire est un pays important pour l'UMOA. Le peuple béninois tout entier félicite la Côte d'Ivoire et prie, frères ivoiriens, de tout faire pour préserver la paix, la tranquillité que nous connaissons depuis quelques années dans notre région, parce que c'est la seule condition pour nous de nous développer, d'attirer les investissements et de pouvoir tranquillement sortir de la pauvreté. J'ai eu l'occasion d'évoquer avec vous les sujets qui importent pour nous dans la sous-région, la Gambie. Nous avons parlé également de l'UMOA. Et d'ailleurs, nous sommes félicités des dernières déclarations qu'a eu le président Jammeh en Gambie et qui nous rassure, qui montre que nous sommes en train de sortir de la crise. Et nous allons partir ensemble, n'est-ce pas, Monsieur le Président, à Banjul le 19 janvier. Et cette frayeur sera derrière nous. Nous avons eu également l'occasion de parler des institutions financières de notre sous-région, des institutions qui fonctionnent à merveille et qui financent le développement. Les réglages qu'il convient d'apporter ou de solliciter de la part de la gouvernance de ces institutions pour faciliter la mobilisation des financements afin que les ressources soient mobilisées à faible coût pour permettre la compétitivité de nos économies. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand honneur et un plaisir
vraiment partagé de vous recevoir à nouveau en Côte d'Ivoire. Vous êtes chez vous, ici. Et donc le Bénin a toujours été pour nous un pays d'hospitalité, un pays de convivialité, d'amitié. Et les deux peuples sont vraiment ensemble. Et nous sommes heureux que chaque fois que vous avez l'occasion de venir, vous venez nous saluer. C'est un grand honneur et je voudrais vous remercier à mon nom, au nom du gouvernement. Comme vous l'avez dit, nous venons de mettre en place un nouveau gouvernement. Donc les institutions sont en place et nous continuons de travailler pour que les choses s'améliorent et évoluent comme nous le souhaitons, dans l'intérêt bien sûr de la Côte d'Ivoire, mais également de la sous-région. Accompagné de 4 membres du gouvernement béninois, le président Patrice Talon a également échangé avec les dirigeants de la BAD, Banque africaine de développement. C'était avant sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien. On retient également avant l'entretien avec le président Ouattara, le chef de l'État béninois a visité hier le siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Patrice Talon se félicite de récentes performances de la BRVM et encourage les pays membres de l'UEMOA à soutenir l'institution. Lansine Bakayoko, Mama Traoré. Meilleure bourse africaine en matière d'innovation, bonne percée en matière de finances islamiques, une capitalisation d'environ 8 000 milliards de francs CFA. Bref, en 2016, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM aura engrangé d'excellents résultats. Des performances en partie liées à la forte croissance de l'économie ivoirienne. La BRVM a connu ses plus belles années, ces dernières années depuis 2011, avec une progression de 110% de nos indices. 110% parce que le marché a intégré non seulement la croissance forte et rapide en Côte d'Ivoire, mais également la stabilité de notre union et la croissance des pays membres, notamment du Bénin, du Mali, du Togo, du Sénégal. Pour le chef de l'État béninois, disposer d'un tel outil est indispensable pour le financement des économies des États membres. Même si la BRVM est sur une courbe ascendante, il faut aller encore plus loin. C'est très satisfaisant d'avoir une capitalisation boursière de 7 000 milliards. C'est encore modeste. C'est extraordinaire par rapport à tous nos velours, mais c'est encore modeste. Si les Africains sont dans leur grande majorité actifs, on peut faire 10 fois plus que ça pour 7 000 milliards de capitalisation. Le ratio n'est pas encore très satisfaisant. Autre souhait émis par le président Patrice Talon, l'intégration de la bourse dans le quotidien des Africains. Le Bénin est membre de l'UA, le Botswana aussi, et ce pays est candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le pays est en tournée de campagne. La ministre des Affaires étrangères du Botswana est justement en Côte d'Ivoire. Elle a eu un entretien avec le président Ouattara, à qui elle a signifié son intention de succéder à Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'UA. Le reportage de Viviane Aimé. La ministre des Affaires étrangères du Botswana, Dr Polonomi Venson Moïtoa, figurait parmi les 4 candidats en compétition lors de l'élection pour la succession de la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, qui s'est tenue au cours du 27e sommet de l'Union africaine en juillet 2016 à Kigali, au Rwanda. Élection qui, faute d'un vainqueur, a été reportée au 28e sommet de l'Union africaine qui se tiendra en fin de ce mois de janvier à Addis Abeba. En lice une fois encore, la ministre des Affaires étrangères du Botswana est venue informer le chef de l'État ivoirien de sa candidature. Je suis venu rencontrer le président de la République qui m'a reçu en audience et l'objet de cette rencontre était pour moi de lui signifier que je suis candidate à l'élection de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Évidemment, il y a plusieurs autres candidats qui sont certainement venus rencontrer le président Ouattara. Et donc, vous comprendrez très bien que je ne puisse pas vous dire le contenu exact de nos discussions. Cette élection prochaine s'annonce très disputée. Pour l'heure, 6 candidats déclarés sont annoncés.
Et le Ghana est candidat au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine. Une délégation vient de rencontrer les autorités ivoiriennes. L'entretien a eu lieu avec le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Amon Tano. Et la délégation ghanéenne est composée de Victor Gbeo, ancien ministre ghanéen des Affaires étrangères, et de Thomas Kouarté, diplomate et candidat au poste de vice-président de la Commission de l'UA. Ce dernier a reçu les félicitations du ministre ivoirien pour sa nomination dans le récent gouvernement. Et la Côte d'Ivoire, membre de l'Union africaine, fait sa mue. Un nouveau gouvernement, vous le savez, a été mis en place. L'armée, la gendarmerie, la police ont de nouveaux chefs. Justement, le commissaire divisionnaire major Youssouf Kouyaté, nommé directeur général de la police nationale, a pris officiellement fonction. Son prédécesseur, l'administrateur général Prédoumbia, lui a passé la main aujourd'hui en présence du ministre Ahmed Bakayoko. C'est un reportage d'Issaïo. Poignée de main entre Prédoumbia, directeur général sortant de la police nationale, et Youssouf Kouyaté, le directeur général entrant, en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Une poignée de main symbolisant le changement de commandement à la tête de la police nationale de Côte d'Ivoire. Youssouf Kouyaté promet de mériter la confiance placée en lui par le chef de l'État. La tâche est immense. Nous devons réussir le challenge de la sécurisation des personnes et des biens par des résultats éprouvés. Hier, par votre abnégation et vos efforts inlassables, vous avez pu ramener la courbe de l'insécurité de 3,7 points à 1,6 points en 2016. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a pour sa part rendu hommage à Prédoumbia pour service rendu à la nation, puis il a exprimé ses attentes au nouveau directeur général. Mon général, vous pouvez être légitimement fier d'avoir donné à la police un élément capable de porter haut le flambeau et d'assurer votre succession. Je voudrais vous dire les félicitations de la nation pour tout le travail, l'énorme travail que vous avez abattu à la tête de la police nationale. À votre élève, le commissaire divisionnaire major Kouyaté Youssouf, vous devez continuer à mériter la confiance du pays et du président de la République en ayant des résultats. Le commissaire divisionnaire major Youssouf Kouyaté est le 16e directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire. Le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, reconduit dans le nouveau gouvernement, est sur le terrain. Il s'est rendu dans les deux camps, à Kouedo, à Cocody et à la base aérienne d'Abidjan, dans la commune de Port-Boué, pour échanger avec les militaires. Son objectif, s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail, comme nous l'explique Mamadou Kwasi. Le ministre chargé de la Défense au 1er bataillon d'infanterie d'Akouedo, dans la commune de Cocody, Alain Richard Donvaï hier pour s'imprégner des conditions de vie et de travail des soldats, l'une des réclamations des militaires lors de leur récent mouvement de revendication. Cette visite de travail constitue la première étape d'une tournée dans les camps militaires. Elle constitue également une opportunité pour le ministre chargé de la Défense d'échanger directement avec les soldats. Cette visite lui a permis également de faire le tour de toutes les sections de la caserne, des dortoirs aux salles de cours en passant par la cuisine. Alain Richard Donvaï a pu toucher du doigt la réalité quotidienne de ses soldats. Vous savez que nous avions prévu au niveau de la loi de programmation militaire un certain nombre de réformes pour l'armée. C'est ces réformes-là que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Et le président de la République tient à ce que ces hommes vivent dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Vous savez, porter l'uniforme, c'est un devoir envers la nation. Mais nous avons aussi, nous, la nation, un devoir envers nos hommes pour leur permettre de faire leur travail dans toute la dignité possible. Après Cocody, cap sur la commune de Port-Boué, à la base aérienne d'Abidjan. Ici, le ministre chargé de la Défense a fait le tour des services. Il en a profité pour tenir un langage de vérité aux soldats. Je veux que les populations soient fières de vous. C'est clair. Mais c'est le comportement aussi qu'on aura qui va faire en sorte que les populations auront confiance en nous. Parce que ce n'est pas normal que les populations aient peur de leur armée. Ça, c'est pas normal. Mais laissez-nous le temps et vous verrez les changements très rapidement. Hein? Laissez-nous le temps de faire en sorte que vous soyez fiers vous-même de porter votre uniforme. Mais le comportement doit changer. Voilà. Les jeunes ont crié, on a compris. Mais il faut que ça s'arrête.
Les affaires de ne pas lever le drapeau, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est nous-mêmes, ça. Notre drapeau, là, c'est nous-mêmes. C'est notre âme. C'est notre fierté. Si on ne lève pas le drapeau, c'est comme si on brûle le drapeau. C'est pas possible. Alain Richard Donwaye invitait également les militaires à la propriété des casernes et surtout à la discipline. Après le 1er bataillon d'infanterie d'Akuedo et la base aérienne d'Abidjan, Alain Richard Donwaye et son équipe se rendront dans les autres casernes pour échanger avec les soldats afin de leur présenter les nouveaux projets entamés par le président de la République, Alassane Ouattara, en leur faveur. Le nouveau gouvernement, vous le savez, est connu depuis hier. Celui qui a le portefeuille des infrastructures économiques se nomme Amédée Kouakou Kofi, anciennement directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Il remplace à ce poste Patrick Hachi. Mais qui est l'homme? Son parcours? Élément de réponse avec Mamadou Kwasi. Le domaine des travaux publics n'a aucun secret pour cet ingénieur en génie civil. Major de promotion, ingénieur des travaux publics de l'École nationale supérieure des travaux publics de Yamoussoukro. Dr Amédée Kofi Kouakou est le tout nouveau ministre des infrastructures économiques de la 3e République de Côte d'Ivoire. Du 14 janvier 2012 jusqu'à ce mercredi 11 janvier 2017, Amédée Kouakou a dirigé le LBTP, Laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Son expérience dans ce secteur a permis à cette structure de l'État de Côte d'Ivoire de doubler son chiffre d'affaires. De 3 milliards de francs CFA en 2012, le LBTP enregistre aujourd'hui un chiffre d'affaires de 7 milliards de francs CFA. Ce qui a permis à cette entreprise d'être certifiée ISO 9001, version 2008. Seule structure sous-régionale a bénéficié de cette certification. Des résultats qui ont sûrement milité en sa faveur pour sa nomination au poste de ministre des Infrastructures économiques de Côte d'Ivoire. Docteur en génie civil, il entend poursuivre les actions de son prédécesseur. C'est en 1993, à sa sortie de l'Université Toulouse 3 de France, que le désormais ministre Amédée Kouakou entame sa carrière dans le domaine des travaux publics et du bâtiment. Amédée Kofi Kouakou est l'actuel maire de la ville de Divo et le président des associations africaines des laboratoires du bâtiment et des travaux publics. D'autres responsabilités s'ajoutent à son palmarès, notamment la vice-présidente de la FUSIEL, Fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité. Né en 1966 à Divo, le nouveau ministre des Infrastructures économiques est marié et père de 4 enfants. Il est également officier de l'Ordre national du mérite. C'est l'un des nouveaux visages du premier gouvernement de la 3e République. Souleymane Diarra-Souba a été nommé ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Avant cette nomination, Souleymane Diarra-Souba était président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Notre reporter Michel Digré nous dresse ici le portrait du banquier, désormais ministre du Commerce. Souleymane Diarra-Souba, son image et son nom se confondent au secteur de la banque en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. À 45 ans, le nouveau ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME fait son entrée au gouvernement avec une expertise avérée dans le domaine des finances. Actuellement directeur général du groupe Atlantic Business International, Souleymane Diarra-Souba est président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Il est également vice-président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Après une maîtrise de sciences de gestion option finance obtenue à l'université Félix Houphouët-Boigny, Souleymane Diarra-Souba est diplômé d'études supérieures de banque du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Il est également titulaire d'un DSS audit et contrôle de gestion. Il a été désigné meilleur banquier 2015, prix bâtisseur de l'économie. Autre distinction, celle du meilleur manager du secteur bancaire, prix Fadel 2014. Souleymane Diarra-Souba est chevalier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire et officier dans l'Ordre du mérite agricole. On passe maintenant à un autre chapitre de cette édition consacrée à l'agriculture. Le Conseil du café-cacao fait face à la lenteur constatée dans l'exportation du cacao dans les ports de San Pedro et d'Abidjan. Donc, le mardi dernier, une importante réunion s'est tenue avec les responsables du Conseil du café-cacao et un partenaire allemand basé à Hambourg. Ils se sont entendus sur des mesures d'urgence afin de désengorger les deux ports dans les meilleurs délais.
La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'organisation internationale Afri-Japan engagées à trouver des solutions aux problèmes de financement des petites et moyennes entreprises. Les deux structures travaillent donc à la mise en place de mécanismes pour permettre aux PME ivoiriennes de bénéficier des 18 milliards de francs CFA que la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, a mis à la disposition de l'Afrique en août dernier après la rencontre de Nairobi au Kenya. L'Agence de coopération internationale du Japon accompagne la région du Gbeke dans son développement. Plus de 3 milliards de francs CFA pour des salles de classe, forages et pompes à motrice humaine sont construites donc dans les départements de Sakassou, Boutro, Beomi et Boaké. La JICA exhorte donc les collectivités bénéficiaires à préserver les acquis. Soro Corona, Kade Sogodogo. Depuis novembre 2013, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien financier de l'Agence de coopération internationale du Japon, JICA. La région de Gbeke a reçu un montant de plus de 3 milliards de francs CFA à travers le projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire. 35 salles de classe et bureaux, 29 nouveaux forages, 48 pompes à motricité humaine construits et réhabilités dans les départements de Boaké, Botro, Beomi et Sakassou. Des écoles ont été également équipées en table-bancs et armoires. Des projets qui ont impacté positivement les populations. La JICA a permis à la région de Gbeke d'avoir une base pour le développement. Ce projet a permis de développer et de pouvoir asseoir des bases de données fiables, lesquelles bases de données, grâce à ce projet aujourd'hui, sont disponibles et sont mises à la disposition des collectivités territoriales et de tous les acteurs du développement dans la région de Gbeke et disséminées même à travers le pays. Ce projet prend fin d'ici avril 2017. La JICA exhorte les collectivités à s'approprier les acquis afin de les dupliquer dans d'autres régions du pays. Les Japonais attendent des Ivoiriens de s'approprier cette expérience pour un meilleur suivi de tout ce qu'il y a comme action de développement pour la durabilité de ces actions de développement pour la satisfaction des populations à la fin de ce système. Plus de 80 comités de gestion des écoles et des points d'eau ont été installés et formés pour une meilleure gouvernance des acquis. On en arrive à l'un des grands titres de cette édition, les femmes abandonnées par leurs concubins, souvent après de longues et très longues années de vie commune. Mais comment vivent-elles au quotidien? Quelles sont leurs difficultés? Éléments de réponse dans ce reportage signé Davis Oyo et Franck Quadio. Gobelé, quartier précaire situé en plein cœur de la commune de Cocody. Maïmouna, 40 ans, a vécu en concubinage 20 ans durant avec son homme. Depuis 2 ans, celui qu'elle appelait affectueusement son mari l'a abandonnée avec 5 enfants sous les bras. Avec eux, elle partage aujourd'hui cette baraque étroite. Maman m'a abandonné. Il s'est débarrassé, il m'a laissé. Il ne veut pas que mon enfant va devenir ce que les gens n'aiment pas. Microbes, volets, les bras sont déjà baissés. Dans ce même quartier, une situation vécue aussi par Dame Chantal de Cocody-Angré. Elle s'est retrouvée à Gobelé. À sa charge, 6 enfants. Mon mari m'a rejetée avec les enfants. Je ne sais pas quoi il faut faire dans la vie. Donc je me débrouillais, je vendais bandit. C'est ça, je prenais ça pour m'occuper de mes enfants. Où ils sont arrivés aussi, je n'arrive pas à payer leur école. Donc je les ai mis dans couture, chacun se débrouille. Plusieurs femmes comme elle ont été mariées coutumièrement, abandonnées. Elles ne bénéficient d'aucune pension alimentaire. Elles sont seules à affronter leur destin face à cette réalité. Que dit la loi? Pour avoir une réponse à cette interrogation, nous nous rendons au siège de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, basée dans la commune du Plateau. Le concubinage, c'est une situation qui n'est pas reconnue par la loi. Seuls les mariages célébrés devant l'officier d'état civil sont reconnus par la loi, sont donc juridiquement protégés. La dot est interdite, mais dans la pratique, le mariage coutumier est toujours célébré, parce que ça fait partie des us et coutumes. Il y a aussi le cas des femmes délaissées, même pas liées à leur conjoint par le mariage coutumier. Quand on est dans une situation de concubinage et qu'on fait des enfants, et il y a eu l'obligation de s'occuper des enfants. Les enfants ont droit à l'éducation, aux aliments, à la scolarité, à la santé. Une certitude,
le mariage accoutumé n'est pas reconnu par la loi. Un drame pour certaines femmes, l'ONG Femmes Battantes leur apporte assistance et réconfort en contribuant à leur autonomisation. Je dis merci à ma très chère présidente qui m'aide à me prendre en charge, qui par moment nous apporte de l'aide à travers certaines sociétés qui nous donnent des prêts. Et après, on prend pour faire nos commerces et on rembourse. Une femme qui a fait 15 ans, 5 enfants dans le foyer, même si elle n'est pas mariée, ils ont vécu concubinat, qui la laisse. Elle a une petite pension que le monsieur doit la verser pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants et elle-même. Le concubinage, une pratique courante en Côte d'Ivoire et sans couverture juridique, les conséquences sont souvent désastreuses. Par exemple, les enfants livrés à eux-mêmes et qui se retrouvent à la rue, s'adonnant au banditisme et à la prostitution. Reportage réalisé par Davis Oyo et Franck Quadio. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro vient de franchir une étape importante de son existence. Cette prestigieuse école à vocation internationale a organisé sa première soutenance de thèse de doctorat avec 2 impétrants de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Ces 2 nouveaux docteurs sont de la première promotion de l'école polytechnique de l'INPHP. Kader Sogotogo. Le 14 octobre 2013, l'école doctorale polytechnique de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, voyait le jour. 3 ans plus tard, les premiers doctorants soutiennent leur thèse. Une grande première pour l'INPHB dans sa volonté de se maintenir parmi les meilleurs pôles de formation au monde. Pour cette grande première, 2 impétrants, 2 chercheurs, Achepo Odilon Yapo-Mélène, enseignant à l'université Peleforo Gon-Koulibaly de Korogo et Fotso Botis, venu du Cameroun. Tous 2 ont obtenu la mention très honorable. Le bon moment pour le premier responsable de l'INPHB de marquer sa satisfaction. Outre le développement de la recherche, sa mission est de faciliter la formation doctorale aux étudiants à l'INPHB, mais aussi aux ingénieurs. Il s'agit en effet de contribuer à créer par la recherche une synergie efficace et pertinente entre les entreprises et l'INPHB. 3 années, c'est la durée de formation à l'école doctorale de l'INPHB de Yamoussoukro. Le sommet Afrique-France ouvre demain à Bamako, la capitale malienne. Plus de 30 chefs d'État et de gouvernement africains sont attendus aux côtés du président français François Hollande pour débattre autour des thèmes de paix et d'émergence. Un rendez-vous qui se veut très économique avec la présence des patronats maliens et français. Mais la société civile se sent mise à l'écart, a donc décidé d'organiser un pré-sommet aujourd'hui à Bamako pour faire entendre sa voix. Ailleurs en France, qui sera le candidat de la gauche à la présidentielle d'avril prochain? On le saura dans les jours qui viennent. Pour l'heure, il faut convaincre les électeurs. Les candidats au nombre de 7 s'affrontent ce soir donc dans un débat télévisé. Lors de ce premier grand oral, chaque candidat aura 17 minutes d'intervention. Les candidats dont l'ancien Premier ministre Manuel Valls évoqueront notamment les thématiques économiques et sociales. C'est un moment crucial dans une campagne éclair où les candidats n'ont pas droit à l'erreur. Le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, a tenu sa première conférence de presse le mois de juillet dernier devant au moins 250 journalistes réunis à New York. Donald Trump a délivré une courte déclaration avant de répondre aux questions des journalistes. Herman Givi. Pour cette première conférence de presse de Donald Trump, après sa victoire à la présidentielle américaine, principaux sujets abordés, le piratage des messages de responsables du Parti démocrate et sur la question « Le nouveau président américain est intraitable ?» Sa réponse, je pense que c'était la Russie. Pour empêcher que ce genre de faits ne se reproduisent, Donald Trump rassure, les États-Unis disposent à leur côté de l'expertise des plus grands cerveaux informatiques du monde et le pays entend tous les réunir afin de construire une défense. La Russie détiendrait un dossier en béton contre Donald Trump, un dossier qui renfermerait des éléments compromettants contre le président fraîchement élu des États-Unis. Pour Donald Trump, ces informations seraient erronées et seraient le produit d'opposants à sa vision politique, d'opposants à sa personne. Donald Trump promet également qu'il sera le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. Excès de confiance ou prétention de la part du milliardaire américain, le nouvel homme fort de la Maison-Blanche
mise énormément sur son sens élevé des affaires pour faire fléchir le taux de chômage aux États-Unis qui était en décembre dernier à son plus bas niveau depuis 9 ans avec 4,7% de demandeurs d'emploi. Autre point important abordé, la question de la construction d'un mur à la frontière mexicaine, un mur qui séparera les États-Unis du Mexique, une des promesses phares de sa campagne. Peu importe son prix, ce mur sera construit, financé en premier par les contribuables américains, puis remboursé ensuite par Mexico. Des négociations seront initiées dans ce sens avec le Mexique, alors que son prédécesseur Barack Obama vient juste de faire ses adieux à la présidence américaine. Le nouveau locataire en instance de prise de fonction semble ne pas vouloir perdre de temps pour mettre en œuvre ses projets pour les États-Unis. Ce récit d'Edmond Guivet met fin à ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. J'aurai du plaisir à vous retrouver demain à la même heure.